Alexandre Dubois, un magnat blanc de la technologie, regardait avec une incrédulité paralysante la petite fille noire qui se tenait au milieu de son penthouse de Manhattan. « Votre femme, Élise. Elle est en vie, murmura-t-elle, sa petite voix portant une force immense. Je l'ai vue, la semaine dernière, dans un complexe où il nous garde. » La sécurité s'avança, prête à l'escorter dehors, mais Alexandre leva une main lasse. Ces mots, si simples, si impossibles, venaient de faire voler en éclats les 5 années de deuil qui avaient emmuré son cœur. D'où regardez-vous cette histoire aujourd'hui? Avant de nous plonger dans ce récit bouleversant de tromperie et de courage, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour rejoindre notre communauté de conteurs. Croiriez-vous un enfant s'il vous disait qu'un être cher n'était pas vraiment parti? Faites-le moi savoir dans les commentaires, alors que nous découvrons comment les mots courageux d'une enfant ont tout changé. La ligne d'horizon de Manhattan scintillait à travers les immenses baies vitrées du penthouse d'Alexandre Dubois, alors qu'il se servait un autre verre de Bourbon. À 45 ans, le milliardaire et PDG de Dubois Innovation possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais vivait dans un exil auto-imposé depuis la mort de sa femme adorée, Élise, 5 ans plus tôt. La version officielle était une explosion de yacht en Méditerranée, un accident tragique qui n'avait laissé aucun survivant, seulement des débris épars flottant sur les eaux azures. Le chagrin d'Alexandre était un habitant silencieux de son penthouse, un fantôme qui s'asseyait dans le fauteuil vide d'Élise et teintait le goût de son bourbon d'amertume. Le gala de charité, qui battait son plein dans la grande salle de bal de son immeuble, continuait sans lui. Il avait fait son apparition obligatoire, fait un don astronomique, puis s'était retiré dans son sanctuaire privé, comme à son habitude. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et son chef de la sécurité, un ancien militaire nommé Guillaume Martel, en sortit, l'air troublé. « Monsieur, nous avons une situation. Une enfant a réussi à déjouer la sécurité en bas. Elle exige de vous voir personnellement. Elle prétend que c'est une urgence. » Alexandre fit un geste dédaigneux. « Demandez à quelqu'un de la raccompagner chez elle. Il est presque minuit. » Et Guillaume hésita. « C'est là le problème, monsieur. Elle insiste pour dire qu'elle a des informations sur Madame Dubois, sur Élise. » Le verre de cristal d'Alexandre s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Plus personne n'osait prononcer le nom d'Élise devant lui. Son personnel le savait. « Faites-la monter, » dit-il après une longue pause, sa voix rauque. Quelques minutes plus tard, une petite fille noire, qui ne devait pas avoir plus de 10 ans, se tenait dans son salon. Ses vêtements usés et ses chaussures éraflées juraient violemment avec le luxe minimaliste qui l'entourait. 2 gardes du corps l'encadraient, l'un d'eux lui serrant l'épaule avec une force excessive. « Elle pourrait transporter quelque chose », marmonna le garde, son expression révélant ses préjugés sur l'enfant. « Laissez-la tranquille, Richards », dit sèchement Alexandre, remarquant la façon dont les doigts de l'homme s'enfonçaient dans la frêle épaule de la fillette. Le garde la relâcha à contre-cœur, mais resta sur ses gardes. La jeune fille se frotta l'épaule, mais se tint droite, ses yeux vifs et intelligents balayant le penthouse avant de se fixer sur Alexandre. « Je m'appelle Amara, » dit-elle avec un calme surprenant pour quelqu'un d'aussi jeune. « Et je connais votre femme, Élise Dubois. Elle est vivante. » Alexandre étudia l'enfant, cherchant des signes de manipulation ou de tromperie. Son assistant de direction, Marc Fournier, qui était entré silencieusement, ricana. « Monsieur Dubois n'a pas de temps à perdre avec des arnaques. Comment diable es-tu entré ici ?» Amara se tourna vers Marc, imperturbable. « J'ai attendu dehors. J'ai regardé les gens entrer pour la fête. Je suis passé quand les gardes étaient distraits par les voitures de luxe. »
Elle se retourna vers Alexandre. « Je me suis échappée il y a 4 jours, d'un endroit où ils gardent des gens, des femmes. Votre femme est là-bas. Elle a une tache de naissance en forme de papillon sur l'épaule droite. Elle m'a dit de vous trouver si je parvenais à sortir. » Alexandre sentit le sang quitter son visage. La tache de naissance n'était pas une information publique. C'était leur jardin secret, une blague intime entre lui et Élise, leur papillon secret. Marc s'avança, la voix basse et pressante. « Monsieur, c'est clairement une arnaque. Un adulte utilise cet enfant pour vous extorquer de l'argent. Nous devrions appeler les autorités. »« Pas la police, » dit rapidement Amara, la peur traversant enfin son visage. « Ils vont juste me renvoyer dans le système. Ou pire, ils pourraient travailler avec eux. » Alexandre se dirigea vers son bar, moins pour un autre verre que pour se stabiliser contre le marbre froid. « Qui sont eux » demanda-t-il doucement. Amara déglutit difficilement. « Doyez les gens qui dirigent l'établissement. Ils sont liés à Omnicorp. » Ce nom fit parcourir un frisson glacial dans le dos d'Alexandre. Omnicorp était le plus grand concurrent de Dubois Innovation, dirigé par Victor Moreau, un homme connu pour ses tactiques commerciales impitoyables. « Marc, Guillaume, laissez-nous, » ordonna Alexandre, son esprit tourbillonnant d'impossibles possibilités. « Monsieur, je vous le déconseille fortement, » commença Marc. « Maintenant, » l'interrompit Alexandre, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Quand ils furent seuls, Alexandre lui fit signe de s'asseoir sur le canapé en velours. « Asseyez-vous, Amara, racontez-moi tout. » Amara s'installa sur le bord du siège, ses pieds touchant à peine le sol. « Je vivais avec ma grand-mère à Harlem. Elle est décédée il y a 3 mois. J'étais seul. Puis ces gens sont venus. Ils ont dit qu'ils étaient des services sociaux. » Sa voix se fit plus petite. « Ils ne l'étaient pas. Ils m'ont emmené dans une installation dans le nord de l'État. Il y avait d'autres enfants et des femmes aussi séparées. Les femmes étaient droguées la plupart du temps. C'est là que je l'ai vue. Votre femme. Elle était différente. Il la gardait dans une pièce spéciale. Parfois, elle était plus éveillée. Nous avons parlé quand il la déplaçait dans l'espace commun pour des tests. » Alexandre avait du mal à respirer. « Comment savais-tu que c'était ma femme ?» Elle a dit qu'elle s'appelait Élise Dubois, que son mari était un grand nom de la technologie nommé Alexandre, qui vivait dans un immense immeuble à Manhattan. Quand ils m'ont transféré dans un autre établissement en ville, j'ai vu votre photo dans un journal à propos de votre gala de charité. C'est comme ça que je vous ai trouvé. Et c'est comment t'es-tu échappé? Les yeux d'Amara se dardèrent vers la porte, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un faire irruption. Oui, lors d'un transfert, la camionnette s'est arrêtée pour prendre de l'essence. L'homme qui nous surveillait a été distrait. J'ai couru, je me suis caché. J'ai surveillé votre immeuble pendant 2 jours, attendant une chance d'entrer. Ses petites mains se tordaient sur ses genoux. Elle m'a fait mémoriser un message pour vous. Elle a dit « Dis à Alex que le papillon bat encore des ailes. » Premier rendez-vous, coucher de soleil à Monaco. Elle a dit que vous comprendriez. Alexandre s'effondra sur la chaise en face d'elle, ses jambes n'arrivant plus à le soutenir. Leur premier rendez-vous. Monaco. Une conférence sur la technologie. Une histoire qu'il n'avait jamais partagée publiquement. Il attrapa son téléphone. « Non !» Amara se leva d'un bond. « Vous ne pouvez pas appeler. Élise a dit qu'ils avaient des gens partout. La police, le gouvernement. C'est comme ça qu'ils ont gardé le secret si longtemps. Elle a dit « Fais attention à qui tu fais confiance. » Alexandre fixa l'enfant, tiraillé entre la logique qui criait à l'impossible et l'espoir désespéré de son cœur qui n'avait jamais vraiment accepté la mort d'Élise.
Pourquoi devrais-je te croire? Tout cela pourrait être un canular incroyablement élaboré. Amara soutint son regard, sa petite silhouette emplie d'une dignité inébranlable. Parce que je n'ai rien à gagner à mentir, monsieur Dubois. Je sais à peine lire. J'essaie juste de tenir une promesse. Elle m'a aidé quand j'avais peur. Elle a dit que si je sortais, vous trouver était le seul moyen de l'aider. Elle et les autres. Après un long moment, Alexandre prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Vous resterez ici ce soir. Demain matin, nous allons tirer ça au clair. Mais pas par les voies officielles. Pas encore. En la conduisant à une chambre d'amis, Alexandre savait qu'il s'engageait soit dans une quête insensée, alimentée par le chagrin et un faux espoir, soit qu'il faisait le premier pas vers une vérité si dangereuse qu'elle était restée enfouie pendant 5 longues années. Quoi qu'il en soit, il n'y aurait pas de retour en arrière. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du penthouse, alors qu'Alexandre faisait servir le petit déjeuner à son invité inattendu. Les rumeurs avaient déjà commencé à circuler parmi le personnel, créant une vague de spéculation. Il ignora les regards obliques de la gouvernante qui posa une assiette de crêpes devant Amara. Il observa la fillette inspecter méticuleusement la nourriture avant d'en prendre une petite bouchée. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Guillaume Martel entra, une tablette à la main. « Monsieur, j'ai effectué les vérifications que vous avez demandées. Amara, 10 ans. Grand-mère décédée il y a 3 mois. Pas d'enregistrement officiel de sa prise en charge, ce qui est très inhabituel. Elle a tout simplement disparu du système. J'ai aussi vérifié le médecin qui a signé le certificat de décès de sa grand-mère. Il a pris sa retraite il y a 2 ans. La signature est un faux. » Un frisson glacial parcourut l'échine d'Alexandre. Quelqu'un voulait effacer ses traces. Il interrogea Amara toute la matinée. Elle décrivit l'établissement du nord de l'État. Dans les bois, une haute clôture. Le panneau disait « Centre de bien-être Clairlac ». Alexandre nota tout. Plus tard, Marc Fournier arriva, sa désapprobation évidente. « Monsieur, le conseil d'administration s'interroge. Des rumeurs circulent. » Il jeta un regard méprisant à Amara, qui dessinait intensément dans un carnet. Dans le couloir, Alexandre entendit 2 gardes murmurer. Je parie qu'elle lui sort une histoire larmoyante pour lui soutirer du fric. Ces gens-là commencent jeunes. La colère monta en lui, froide et tranchante. Il les avertit d'un ton glacial que le prochain commentaire de ce genre serait le dernier. À l'intérieur, il vit dans les yeux d'Amara qu'elle avait tout entendu. La dynamique raciale rendrait cette situation encore plus complexe. Il le réalisait maintenant. L'après-midi, il se plongea à nouveau dans le dossier de l'explosion du yacht. Aucun corps retrouvé. Enquête conclue. Fuite de carburant. Une conclusion trop nette, trop propre. Il composa le numéro d'une détective privée qu'il avait engagée, puis congédiée, à l'époque, Hélène Girard. Hélène, c'est Alexandre Dubois. Alexandre, ça fait un moment, depuis que vous m'avez dit d'arrêter l'enquête sur l'accident d'Élise. J'ai besoin de vous voir, aujourd'hui. Dans le bureau discret d'Hélène, une femme vive d'une 50aine d'années, il se présenta avec Amara. Hélène leva un sourcil sceptique. « Avez-vous déjà eu des doutes sur le rapport officiel ?» demanda Alexandre. « Officieusement ? Oui, répondit Hélène. La théorie de la fuite de carburant était bancale. Le yacht venait d'être révisé. Et le timing, juste après votre percée en cryptage quantique, c'était pratique pour vos concurrents. Mais vous m'avez arrêté. J'ai subi des pressions, admit Alexandre, des menaces subtiles. Il lui raconta alors l'histoire d'Amara. Hélène écouta sans l'interrompre, puis interrogea doucement Amara pendant 20 minutes. « Eh bien, dit-elle finalement, soit c'est la meilleure petite actrice que j'ai jamais rencontrée, soit elle dit la vérité telle qu'elle la connaît.
Vous réalisez à quel point cela semble incroyable. Je sais, dit Alexandre. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Il y a autre chose, dit Hélène en sortant un dossier. Par curiosité professionnelle, j'ai continué à suivre l'affaire. Victor Moreau d'Omnicorp a racheté les droits de sauvetage de votre yacht quelques semaines après l'explosion. Il a payé une prime pour que l'épave soit éliminée en privé. Et 3 mois après la disparition d'Élise, Omnicorp a déposé des brevets pour une nouvelle technologie de médecine régénérative. Leurs actions ont triplé depuis. De retour au penthouse, Alexandre trouva Amara en proie à un cauchemar. Elle se réveilla en sursaut. « Je me souviens de quelque chose, dit-elle en tremblant. J'ai vu un logo sur certains équipements, un oiseau rouge, un phénix. » Le symbole d'Omnicorp. Les jours suivants, il découvrit qu'Amara avait une mémoire quasi photographique. Elle dessina des plans détaillés des installations. Quand elle esquissa la femme qu'elle prétendait être Élise, le cœur d'Alexandre manqua un battement. La ressemblance était indéniable. Un soir, Jean-Pierre Lefebvre, un ami de longue date et membre du conseil d'administration, lui rendit visite. « Alexandre, qu'est-ce que tu fabriques ? Des rumeurs disent que tu as recueilli une enfant de la rue qui te raconte des fantasmes sur Élise. Le chagrin nous fait voir ce que nous voulons voir. Elle connaît des choses que personne ne pouvait savoir, » insista Alexandre. La tache de naissance en forme de papillon n'a jamais été rendue publique, ni les détails de notre premier rendez-vous à Monaco. Alex, tu as parlé d'Élise au fil des ans, après quelques verres. Qui sait quels détails tu as laissé échapper? Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir, Alexandre découvrit un micro sophistiqué derrière une étagère de son bureau. Son équipe en trouva 2 autres. Le lendemain matin, Amara lui tendit sa veste. Il y a quelque chose de bizarre dans la poche. C'était un petit traceur. J'en ai trouvé un dans ma chaussure aussi. Quelqu'un les surveillait de très près. Alexandre et Hélène se rendirent discrètement au centre de bien-être Clairlac à Kingston, qu'Amara avait identifié. L'installation, qui semblait avoir été évacuée à la hâte, était bien plus qu'un centre de bien-être. Dans une pièce cachée, ils trouvèrent des lits d'hôpitaux avec des dispositifs de contention. C'était un centre de détention. De retour à Manhattan, Hélène reçut un SMS anonyme. Une photo de surveillance d'Alexandre et Amara. On vous surveille. Le lundi matin, la réunion d'urgence du conseil d'administration fut tendue. Jean-Pierre Lefebvre mena la charge. Alexandre, ton comportement est devenu erratique. Tes absences, cette situation avec l'enfant, nous sommes inquiets pour ton état mental. Peut-être qu'un congé temporaire serait la meilleure solution. En sortant, Alexandre surprit un regard entendu entre Jean-Pierre et Marc Fournier. Une autre pièce du puzzle se mit en place. Pour la sécurité d'Amara et pour créer une façade de normalité, il l'inscrivit à la Westbridge Academy, une école privée d'élite. La réalité fut brutale. Elle revint le 3e jour, le visage fermé. « Un garçon a demandé si j'étais ta fille secrète ou si tu m'avais acheté dans un pays du tiers-monde, » dit-elle, ses yeux trop vieux pour son âge. L'inévitable se produisit. Une enseignante, inquiète, contacta les services de protection de l'enfance. Une travailleuse sociale, Hélène Donovan, arriva au penthouse, accompagnée d'un policier. Ses questions, empreintes de préjugés, étaient pointues. Comment, exactement, avez-vous obtenu la garde de cet enfant? À Amara, son ton était condescendant. « Tu peux me dire la vérité, ma chérie? Monsieur Dubois t'a-t-il promis des choses ?» L'équipe juridique d'Alexandre arriva en force, mais la menace d'une enquête prolongée planait. Pendant ce temps, Hélène Girard découvrait des liens entre Omnicorp et des retraites de bien-être similaires à Singapour, en Suisse et en Malaisie. Toutes investissaient des milliards dans des thérapies de rajeunissement et des traitements d'inversion du vieillissement
pour une clientèle ultra riche et sur invitation seulement. Leur percée scientifique a eu lieu 6 mois après la disparition d'Élise, dit Hélène. Leur article de recherche cite du matériel génétique exclusif aux propriétés régénératives uniques. Ieki da motei. Des sujets de test, pas des patients. Cette nuit-là, les serveurs privés d'Alexandre furent piratés. L'attaque ciblait spécifiquement les fichiers concernant Amara. Puis Amara eut une révélation. Je me souviens avoir entendu 2 gardes parler du transfert de l'actif principal vers une installation à Singapour. Je crois qu'ils parlaient de votre femme. Alors qu'Alexandre préparait un voyage à Singapour sous couverture, son chef de la sécurité découvrit que son jet privé avait été saboté. La conduite de carburant avait été compromise. Une fuite se serait développée en plein vol au-dessus du Pacifique. La situation devint encore plus désespérée lorsque l'expert en sécurité informatique d'Alexandre fut retrouvé mort, un suicide apparent, avec une note avouant un espionnage industriel. « C'est impossible », dit Alexandre. Il était d'une loyauté à toute épreuve. Ce soir-là, un message apparut sur son téléphone sécurisé. « Arrête de chercher, ou vous disparaîtrez tous les deux aussi. » En pièce jointe, une photo d'Amara à l'école, prise plus tôt dans la journée. La menace était sans équivoque. L'étau se resserrait. Alors que la police prenait d'assaut son penthouse, alerté par un appel anonyme, Alexandre était déjà loin. Il avait activé une voie d'évacuation d'urgence, un passage secret menant au tunnel de service de Manhattan. Transformé par un déguisement simple, il regardait depuis un motel miteux du Queens les informations qui le dépeignaient comme le principal suspect dans le meurtre de son assistant, Marc Fournier, et comme un prédateur ayant enlevé une jeune mineure. La machine à salir était en marche, utilisant les préjugés raciaux pour tisser un récit crédible et monstrueux. Il contacta Hélène. « Tes comptes sont gelés », lui dit-elle lors d'une rencontre clandestine. Jean-Pierre Lefebvre a été nommé PDG par intérim. J'ai transmis les preuves que tu m'as envoyées à l'agent Michel du FBI. Il commence à avoir des doutes sur la version officielle. Au péril de sa vie, Alexandre rejoignit Singapour, puis la Malaisie, où Amara et un contact fiable l'attendaient. Les retrouvailles furent un torrent d'émotions contenues. « Tu es revenu », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je l'avais promis », répondit-il simplement. À New York, l'agent Michel découvrait que les images de surveillance impliquant Alexandre avaient été truquées et que Marc Fournier enquêtait sur des transferts financiers entre Jean-Pierre Lefebvre et Omnicorp. L'affaire était bien plus vaste qu'un simple coup monté. Caché dans un navire de ravitaillement, Alexandre, Amara et leur guide s'infiltrèrent sur l'île privée de Moreau. La façade de retraite de bien-être cachait un centre de recherche de pointe consacré à une technologie radicale de prolongation de la vie. À travers des fenêtres d'observation, ils virent des clients fortunés recevoir des traitements utilisant du matériel biologique prélevé sur des sujets plus jeunes, sédatés, parmi lesquels Amara reconnut des femmes de Clairlac. Ce n'était pas une clinique, c'était un jardin horticole macabre où l'on cultivait la vie des uns pour prolonger celle des autres. Repérés par une caméra, les alarmes retentirent. Leur guide se sacrifia pour leur faire gagner du temps, retenant les gardes dans un déluge de tirs. Guidé par la mémoire infaillible d'Amara, Alexandre atteignit l'aile de haute sécurité. Et là, dans une chambre médicale stérile, derrière une vitre, gisait Élise, plus âgée, plus mince, mais indéniablement elle. Les portes s'ouvrirent. Victor Moreau se tenait là, souriant. « Monsieur Dubois, je suis impressionné. Mais c'est fini. Le monde vous croit un meurtrier. Qui va vous écouter ?»« Ce que vous faites ici, c'est du meurtre, » rétorqua Alexandre.
Le progrès exige des sacrifices, répondit Moreau avec un calme effrayant. Votre femme possède un profil génétique unique, 1 sur 1 milliard, qui accélère la régénération, un atout inestimable. Ah si... Alors que les gardes avançaient, Alexandre activa une impulsion électromagnétique, plongeant le couloir dans le chaos et l'obscurité. Ils s'échappèrent, puis revinrent sur leurs pas pendant que la sécurité se concentrait ailleurs. Ils trouvèrent la chambre d'Élise, la sortirent de son coma artificiel et la placèrent sur un brancard portable. Leur évasion fut presque réussie quand Moreau leur barra la route, une arme à la main. « C'est terminé. »« Vous avez raison, » dit Alexandre avec un sourire sinistre. « Pensiez-vous vraiment que je viendrais sans assurance ? Tout, depuis notre arrivée, y compris votre confession, a été enregistré et transmis en direct via une technologie de communication quantique qu'Élise elle-même a développée. Impénétrable, indétectable. C'était un bluff partiel, mais suffisant pour semer le doute. Au même moment, le bruit d'hélicoptères se fit entendre. Des appareils non identifiés approchaient. « Il semblerait que ma police d'assurance soit plus efficace que prévu », lança Alexandre. C'était l'agent Michel et une force d'intervention internationale, alertée par Hélène. Dans la fusillade qui s'ensuivit, Moreau s'échappa, mais son empire commençait à s'effondrer. Alors que les balles ricochaient autour d'eux, Alexandre manœuvrait le brancard d'Élise, protégeant de son corps la femme qu'il aimait et l'enfant qui les avait sauvés. Pour la première fois en 5 ans, il ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, l'espoir. 2 semaines plus tard, le bip rythmé des moniteurs médicaux emplissait la chambre d'hôpital. Le raid avait mis au jour des preuves accablantes, libérant des dizaines de captifs. Alexandre avait été innocenté et Jean-Pierre Lefebvre arrêté. Moreau, bien qu'en fuite, était l'homme le plus recherché de la planète. Alexandre tenait la main d'Élise lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux. « Alex ?» murmura-t-elle, sa voix un filet rauque. Les larmes coulèrent sur le visage d'Alexandre. « C'est moi. Tu es en sécurité. » La convalescence fut longue. La mémoire d'Élise était fragmentée, un mécanisme de défense de son esprit contre un traumatisme insondable. Mais un lien indéfectible se tissa entre elles, Alexandre et Amara. Quand Élise vit la jeune fille, un éclair de reconnaissance traversa son regard. « Je te connais, » murmura-t-elle. « La fille au papillon. Tu me parlais quand j'étais ailleurs. » Au milieu des procédures judiciaires et des défis médicaux, une nouvelle famille se forgeait. Victor Moreau fut finalement capturé en Argentine. L'adoption d'Amara par Alexandre fut officialisée lors d'une audience émouvante. Et un soir, en examinant des fichiers saisis, Amara trouva le nom de sa propre mère sur la liste d'une autre installation toujours active au Brésil. Leur combat n'était pas terminé. 6 mois plus tard, Alexandre créa la Fondation Dubois-Martin, dédiée à la lutte contre la traite des êtres humains en se concentrant sur les victimes issues de communautés marginalisées, celles que le monde oublie si facilement. 1 an jour pour jour après qu'Amara eut franchi la porte de son penthouse, elle se tenait devant ses camarades de classe, donnant une présentation sur la reconnaissance des signes de la traite des êtres humains. Là où elle avait connu l'isolement, elle suscitait désormais le respect. Au fond de la salle, Alexandre la regardait avec une immense fierté, la main d'Élise dans la sienne. Ils avaient perdu 5 ans, mais avaient gagné une raison de vivre, un but et une famille liée non par le sang, mais par le courage et la résilience. Un simple acte de bravoure d'une fillette de 10 ans qui refusait d'être réduite au silence avait fait tomber un empire et rallumer la lumière dans les ténèbres.
Qu'auriez-vous fait à la place d'Alexandre? Auriez-vous cru à l'incroyable histoire d'Amara? Commentez ci-dessous. Si ce récit de courage, de détermination et de lutte contre l'injustice vous a touché, merci d'aimer et de vous abonner. Parfois, la vérité vient des sources les plus inattendues, et la lutte pour elle vaut toujours la peine d'être menée.